Donc, Jérôme Delabarre, qui est partenaire Solution Engineer chez HashiCorp, ainsi que Rémi Salandre, qui est Solution Engineer également chez HashiCorp. Je ne vous présente plus maintenant Éric Fromont, qui est notre responsable de l'agence de Lille, qui sera là également pour nous aider à présenter ce webinaire. Et sans plus attendre, justement, je donne la parole à Éric. Alors, vous verrez, par contre, je ferme la petite parenthèse. Ne vous étonnez pas si vous entendez beaucoup de rhinos pendant la présentation. C'est normal, c'est fait pour. Rhino. Merci Florent. Bonsoir à tous et encore une fois, merci pour votre présence pour ce premier webinaire. Effectivement, c'est important pour nous puisqu'il est ouvert pour la première fois à l'extérieur et on a le plaisir de l'organiser avec un éditeur qui est connu aujourd'hui, hein, qui s'appelle HashiCorp. Donc merci à HashiCorp d'avoir accompagné Synapsys effectivement pour ce premier webinaire. Alors, pour me présenter rapidement, donc, je suis actuellement responsable de l'agence de Lille pour Synapsys. Et si je suis là ce soir, c'est parce que j'ai notamment travaillé avec Florent sur la mise en place du partenariat avec HashiCorp il y a un peu plus d'un an maintenant. Et du coup, avant de laisser la parole à Jérôme et Rémi, et pour ceux qui ne connaissent peut-être pas l'entreprise, je vous propose une présentation synthétique de l'entreprise Synapsys qui fêtera pour information ses 10 ans l'année prochaine. L'objectif étant bien évidemment de parler des produits HashiCorp avant tout, mais quand même. Donc du coup, le groupe Synapsys effectivement donc, a été fondé par Sébastien et Cédric Noiset en avril 2012. Et nous appuyons aujourd'hui sur 4 entités. Synapsys IT, qui est notamment représentée au travers du partenariat avec HashiCorp, donc une entité qui développe une expertise en ingénierie technique organisée autour de 5 grands centres de compétences que je vous décrirai juste après. Synapsys Conseil, qui est dirigé par Angélique Brault chez nous, qui est un spécialiste dans le delivery de projets de transformation et d'optimisation de systèmes d'information. Notre agence digitale YouEnd, qui est spécialiste plutôt sur la partie expérience utilisateur. Et enfin, une filiale qui a vu le jour cette année, qui est dirigée par Thierry Davignon, qui s'appelle Synapsys Client Care et qui est l'entité spécialiste de la relation client. Quelques chiffres pour Synapsys. Donc, on est un groupe qui comptera bientôt 200 personnes. Plus de 70 clients aujourd'hui font confiance à Synapsys. Et en termes de présence, on est donc présent à Lille, à Paris et à Lyon depuis 2021, une agence qui est développée par mon ami Sinsei Chansina. Et petite particularité également, on a une agence à l'international en Malaisie, qui est connue sous le nom de Digital Plant et qui globalement est spécialiste de tout ce qui est attrait au marketing digital. L'objectif de Synapsys, son ADN, avant tout, c'est de fournir des services de grande qualité aux clients en proposant notamment un modèle d'organisation interne innovant par rapport à ce que, par exemple, j'ai pu constater moi chez d'autres acteurs du marché au travers d'un suivi de carrière personnalisé proposé à nos consultants dans un esprit de les accompagner dans leur carrière et de pouvoir leur permettre d'atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés. Ça donne du sens à notre métier et globalement, nos clients sont satisfaits des prestations parce que la résultante, c'est que nos consultants se sentent bien chez nous, compris dans leurs choix et surtout accompagnés. On accorde beaucoup de moyens effectivement à chacun des membres de l'entreprise pour progresser, pour se réaliser professionnellement. Et c'est là réellement la mission de l'entreprise. Bien sûr, nous avons développé des offres techniques, hein, puisqu'on est sur un marché technique qui est lié à l'informatique, forcément. Et bien sûr, ça passe aussi par la création de partenariats avec des éditeurs de qualité, comme celui que nous avons avec HashiCorp, qui permet également de faire bénéficier à nos consultants des trainings et des certifications sur des technologies de pointe. Rino. En ce qui concerne les centres de compétences qui sont adressés par Synapsys, donc historiquement, Synapsys est arrivé sur le marché avec une offre très portée sur le poste de travail qu'on va appeler aujourd'hui le Modern Workplace, donc tout ce qui a trait à l'environnement utilisateur. Une offre qui a été complétée récemment sur la partie outils collaboratifs, qui devient également une offre à part entière par rapport à ce qu'on a pu appréhender comme projet de transfo chez nos clients. Et le Covid a aidé aussi au déploiement de ces solutions dernièrement.
Une offre qui rentre un petit peu plus dans le cadre du partenariat actuel, finalement les deux prochaines que sont le cloud et la partie DevOps, donc portée notamment par Florent sur la partie DevOps et Jean-Philippe Lucas sur la partie cloud. Je n'ai pas cité William et Laurent qui sont également porteurs des offres que je viens de citer. Sur cette partie-là, on n'a pas forcément de partenariat ciblé avec des éditeurs en particulier. Partenariat Microsoft, bien évidemment, historique, mais notre volonté est d'être agnostique technologiquement parlant, encore une fois, par choix. Et puis enfin, une offre qui est portée sur la cybersécurité, plutôt dans une dimension conseil aujourd'hui, et on a vocation à développer également des compétences techniques d'ingénierie sur cette partie-là. Si vous souhaitez effectivement que je vous parle davantage de l'entreprise, je n'hésiterai pas effectivement à prendre de mon temps ou peut-être mes collègues pour vous en parler. L'objectif aujourd'hui, c'est de laisser la main à HashiCorp à partir de maintenant. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vais laisser la main à Jérôme Delabarre, qui est ingénieur solution, partenaire chez HashiCorp. Merci pour votre attention. Rino, merci beaucoup Synapsis de nous recevoir ce soir. Je suis très heureux d'être avec vous pour vous parler un petit peu d'HashiCorp. Donc, qui on est HashiCorp? Alors, beaucoup d'entre vous vont nous connaître à travers Terraform, à travers Vault, sans connaître qui vraiment est HashiCorp derrière ça. Donc, HashiCorp a été fondé en 2012 par Michel Hashimoto et Harmon Adgar. L'idée était de créer une compagnie open source, donc s'appuyant sur la puissance de la communauté d'open source pour fournir des solutions pour les entreprises, autour d'un portfolio qui va couvrir, et vous le verrez par la suite, toutes les couches d'un modèle cloud, que ce soit on-premise ou chez un cloud provider, de l'infrastructure jusqu'à l'application. Pour ça, on a un portfolio d'applications qui va se composer pour l'infrastructure de Packer, Vagrant et Terraform qui existe en version Enterprise. Pour le réseau inter-entreprise et inter-application de Consul, pour la sécurité, notre bastion de sécurité Boundary et Vault pour la gestion des secrets. Et enfin, pour l'application Nomad pour les applications microservices et WhitePoint pour le déploiement d'applications. Rideau. Donc le principe et la pensée d'HashiCorp, c'est de travailler plutôt sur un esprit de workflow et pas s'arrêter à un produit, mais plutôt de réfléchir à un ensemble de solutions pour accompagner nos clients, de partir du principe de base de faire de l'infrastructure as code, donc de taper, de faire du code, ce qui va nous permettre d'avoir une infrastructure immutable qui ne va pas bouger, qui va rester dans le temps, quelles que soient les étapes au niveau du déploiement. Ensuite, nous allons rester sur une application simple qui va être modulaire et qu'on va pouvoir déployer sur le multi-cloud ou on-premise. Rino. Donc, on n'en a pas parlé, mais le thème de ce soir était l'adoption du multi-cloud et comment accélérer l'adoption du multi-cloud, qui était le titre du webinaire. Je vois que ni Florent ni Eric n'a donné le titre, donc je le fais. Et donc, c'est ce que je vais essayer de vous décrire rapidement pour cette introduction. Donc, l'informatique a changé. C'est un gros mot comme ça, mais à cause de nous, à cause de vous, pas seulement à cause des acteurs de logiciels, mais à cause des consommateurs, on a tous envie de réserver un billet de train en pleine nuit, de réserver un logement sur Airbnb, d'avoir une application mobile qui se met à jour, qui est régulièrement à jour. C'était compliqué dans l'ancien monde. Avant, on avait un data center, on avait besoin de faire des changements, on utilisait un ticket, on utilisait les principes d'ITIL. Je suis sûr que dans l'Assemblée, il y a beaucoup de gens certifiés ITIL. Je le suis moi-même, on a tous passé des certifications ITIL à un moment de notre vie, parce qu'il fallait un ticket. On attendait un changement, on allait voir nos directeurs de prod, on négociait un changement avec l'équipe réseau, c'était compliqué. Je pense qu'on a tous vécu ça à un moment dans notre carrière, en tout cas pour les plus anciens, ce qui est mon cas. Les plus jeunes, vous avez de la chance, vous n'avez pas connu ce monde-là qui était parfois un peu complexe. Aujourd'hui, grâce aux grands acteurs du cloud et des sociétés comme HashiCorp, on va pouvoir répondre à ces besoins-là. Rino. Ouais, donc, pour pouvoir répondre à ces enjeux, à ces envies, à ces besoins, les data centers se sont modernisés, se sont dynamisés, se sont mis à fonctionner comme des self-service. Je suis libre de faire ce que j'ai envie. La liberté, elle existe simplement en fonction des règles qu'a mis mon employeur, évidemment. Mais j'ai la possibilité d'aller consommer sur AWS, d'aller consommer sur Azure,
d'aller consommer sur Google, de jouer avec mon infrastructure, de ne plus être bloqué dans un data center, mais de pouvoir optimiser mes coûts en fonction de là où je veux aller. Pour ça, on va utiliser des API, on va utiliser plusieurs types d'outils, Rhino. Et qui dit diversité, qui dit utilisation de plusieurs clouds, ça va aussi générer un peu de complexité et un peu de charge de travail. Évidemment, parce que même si sur le principe, c'est effectivement très confortable de pouvoir aller consommer à droite ou à gauche, chaque provider cloud a ses propres outils. Hein, c'est un petit peu quand vous avez un Android ou un iPhone, je ne sais pas vous, mais moi, changer de câble de chargement, c'est compliqué. Bah là, c'est pareil. Hein, donc, ce que je vais vous expliquer, c'est comment nous, à HashiCorp, on va essayer de vous fournir un câble unique pour aller vers différents types de téléphones. Donc pour ça, il va falloir répondre à 4 chantiers. L'infrastructure, la sécurité, le réseau et les applications. Donc comme vous voyez sur le schéma, pour chaque type de cloud, ou pour votre data center traditionnel, parce que qui dit changement et modernisation, il ne faut pas oublier le traditionnel, parce que dans les banques, dans les assurances, dans énormément de compagnies, on a encore énormément d'applications qui tournent sur les data centers traditionnels. Je salue nos amis du mainframe ou du GECOS qui sont encore présents. Ça fait 20 ans qu'on prévoit qu'ils vont disparaître, mais non, ils sont là. Et donc, il faut apprendre aussi à travailler et à causer avec cette technologie. Donc, le data center traditionnel et le legacy existent et existera encore. Donc, on a plein d'outils. Je veux aller faire du réseau ou de la sécurité sur Google ou sur Microsoft avec Azure, je n'ai pas le même outil. Et donc, si on estime qu'à un moment, dans ma prod, je donne l'autorisation de travailler avec tous ces gens-là, soit j'ai énormément de moyens et des gens extrêmement qualifiés qui connaissent absolument tous les outils du marché, soit je décide de simplifier. Et pour ça, Rhino, on va partir sur ce que je vous ai dit tout à l'heure dans la pensée d'HashiCorp, non plus sur des outils, mais sur une philosophie. Donc finalement, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut faire de l'infrastructure as code, on veut faire de l'identity management, du service registry et du continuous delivery. Idéalement sur des containers, parce que c'est ce qui est à la mode aujourd'hui. Okay, et donc on va finalement résumer nos actions à 4 piliers. Rhino. Donc ce que nous proposons chez HashiCorp, c'est 4 solutions. Terraform pour l'infrastructure as code, Vault pour la gestion des identités, Consul pour le réseau Est-Ouest, donc pour rappel, hein, réseau Nord-Sud, ça rentre, ça vient de l'extérieur, ça rentre chez moi. Le réseau Est-Ouest, vulgairement, c'est ce qui se passe à l'intérieur entre mes applis. Et Nomad, qui va lui faire du déploiement sur des applications containerisées. Next. Donc, avant de passer la main à Rémi, qui va vous décrire et vous faire un overview des 4 solutions, un petit rappel et puis un petit schéma pour l'illustrer de manière visuelle. On part de la couche du bas, on part de l'infrastructure et on remonte sur toutes les couches de mon data center. Ce data center, il peut être n'importe où. On gardera la même pensée, la même philosophie, qu'on soit chez moi, chez mon copain d'Amazon, chez mon copain d'Azure. On gardera cette même façon de penser et surtout cette même méthode et ces mêmes outils. Rémi, Rhino, je laisse la main à Rémi, qui va vous décrire rapidement, parce qu'on n'a pas des heures et des heures, mais il va vous décrire et vous faire un overview de nos solutions techniques. Merci à tous. Bonjour à tous. Donc, je vais commencer sur la partie Terraform. Donc, Terraform, on est sur la partie infrastructure. Et avec le nouveau paradigme qui arrive avec l'infrastructure, l'évolution des clouds publics, etc., on se retrouve à devoir gérer et avoir des spécialistes un peu dans chaque domaine, comme le disait Jérôme, et à connaître les outils, que ce soit les outils sur le legacy, les outils dans le cloud public, et ce qui fait que ça va devenir de plus en plus complexe. Et en fait, HashiCorp a réfléchi à un outil, Terraform, sur comment codifier les actions pour déployer de l'infrastructure. D'où le nom infrastructure as code. C'est qu'on va venir codifier l'ensemble de l'infrastructure qu'on veut déployer, que ça soit de la machine virtuelle jusqu'au réseau, aux ouvertures de ports sur les firewalls, etc. Et en fait, c'est vraiment l'avènement du DevOps pour pouvoir simplifier au maximum l'infrastructure et que ça soit réutilisable. Et c'est ça la partie importante, que ça soit réutilisable facilement. Et donc, l'avantage aussi de Terraform, c'est comme je vous l'ai dit,
ça va sur le multi-cloud et aussi sur la partie legacy. Donc, vous pouvez très bien utiliser Terraform pour déployer sur du VMware, sur de l'Hyper-V. Vous pouvez aussi le faire très bien sur de l'Azure, du Google, de l'AWS et ainsi de suite. Il y a vraiment tout plein de providers disponibles. Vous avez même à disposition plus d'une centaine, plus de 200, 300 providers différents qui sont disponibles depuis notre registry public. L'autre point aussi, c'est le self-service infrastructure. C'est qu'une fois que vous avez commencé à faire de l'infrastructure as code, de faire du multi-cloud, eh ben, vous allez avoir envie de pouvoir mettre à disposition à des personnes un peu moins développeurs la possibilité de réutiliser ces choses-là en spécifiant de nouvelles variables, mais sans pour autant avoir des notions de code. Et c'est ça la partie self-service, c'est de pouvoir se plugger à des outils à travers des API pour pouvoir en fait dire je veux déployer une machine virtuelle, faites-moi ce qu'il me faut derrière et moi je remplis juste un formulaire. Et le self-service va permettre de le faire. Rhino. Et donc, Terraform vient avec un ensemble de packages. Donc, vous avez deux versions disponibles. Donc, Terraform Cloud qui est disponible en SaaS et Terraform Enterprise qui, lui, est plutôt en self-manage. Donc, c'est vous qui faites l'installation et c'est vous qui le maintenez. Et dans la partie self-manage, vous avez 3 modules. Donc, le module plateforme qui, lui, est obligatoire et vient s'intégrer avec des VCS. Donc, les VCS, qu'est-ce que c'est? C'est votre GitHub, votre GitLab, etc. Une fois que vous êtes connecté sur ce VCS, vous allez créer des workspaces et en fait, gérer votre infrastructure sous forme de workspace afin de pouvoir déployer plus facilement et de gérer vos différents projets. Bien entendu, comme des projets et que vous allez devoir réutiliser du code, et ben là, vous allez avoir besoin de variables. Et donc, vous allez pouvoir mettre vos variables dedans. Et aussi, le gros avantage, c'est de pouvoir les sécuriser. Vous ne voulez pas forcément que vos développeurs aient accès aux secrets, donc aux variables de connexion à votre Azure, à votre compte AWS, ou même si vous utilisez, par exemple, vous avez chez vous des prestataires, vous ne voulez pas forcément qu'ils aient accès à ces informations-là. Et donc, vous pouvez les chiffrer. Et une fois chiffrés, vous ne pourrez plus lire l'intérieur des variables. Seul Terraform y aura accès et personne d'autre. Par contre, les administrateurs, eux, pourront réécrire la variable, mais à aucun moment, ils pourront la lire. Bien entendu, vous avez d'autres fonctionnalités très intéressantes comme le Private Module Registry. Comme je disais, c'est de pouvoir réutiliser l'ensemble de votre code. Donc, vous le développez sous forme de module et après, vous venez de le réutiliser avec différentes variables à travers votre code. Ça vous permet en fait de le simplifier et éviter de faire de retrouver 50 fois le même morceau de code. C'est beaucoup plus simple de le gérer à travers un module. Et bien entendu, l'ensemble de nos outils, dont Terraform, était disponible à travers des API, donc vous pouvez le contrôler à travers les API très facilement. Bien entendu, on rajoute aussi tout ce qui est SSO. Concernant la partie gouvernance et policy, eh ben, chez HashiCorp, on a développé un outil qui s'appelle Sentinel, qui est commun à l'ensemble de nos outils entreprises. Et donc, ça va vous permettre de faire du policy as code. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est de donner des politiques, par exemple, de dire que en dehors des heures de travail, vous n'acceptez pas des déploiements en prod, par exemple, ou vous n'acceptez pas des déploiements dans le dev. Par exemple, un développeur qui va déployer de l'infrastructure à 3 heures du matin, c'est un peu bizarre. Vous ne le payez pas pour qu'il travaille à 3 heures du matin. Donc, c'est tout l'intérêt. Vous allez pouvoir en fait faire un check de ce qui est fait et avant que ça soit appliqué, eh ben, Sentinel va venir le vérifier par rapport au code que vous allez mettre dedans pour dire ça je l'accepte, ça je le refuse. Bien sûr, vous avez plusieurs niveaux d'acceptation. Et ça, on sera ravis de vous expliquer si vous êtes intéressé par la suite avec Synapsys, vous expliquer en détail la solution et qu'est-ce que apporte Sentinel. Autre point important, et non des moindres, avec l'avènement du cloud public, eh ben, la gestion des coûts devient très compliquée, surtout si vous n'avez pas d'outils qui vous permettent de savoir combien va vous coûter votre infrastructure dans le cloud public avant le déploiement. Eh ben, avec Terraform, vous avez la fonctionnalité Cost Estimation qui, elle, va vous donner une estimation de combien va vous coûter votre infrastructure avant qu'elle soit déployée dans le cloud public que vous choisissez. Par exemple, AWS, Google ou Azure. Et ça, c'est très important parce que ça vous donne déjà une idée.
Et en plus, chose intéressante, c'est que vous pouvez le mettre en relation avec Sentinel pour dire attention, l'infrastructure, elle coûte peut-être un peu trop cher, plus que ce qu'on avait prévu pour ce projet, essayez de diminuer. Et ça, c'est vraiment très intéressant. On a aussi toute la partie audit, donc c'est savoir qui fait quoi quand. Et dernier point, le self-service infrastructure. Je vous l'ai expliqué juste avant, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Rhino. Maintenant, on va passer sur Vault. Et donc, Vault. Vault, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui va vous permettre de gérer vos secrets. Qu'est-ce qu'un secret? Un secret, c'est une donnée que vous voulez chiffrer et que vous voulez que vos applications y aient accès. Mais déjà, pour pouvoir accéder à un secret, vous pouvez le faire très simplement. Comme vous mettez des fois des mots de passe sur des post-it et qu'après on prend une photo, ça se retrouve sur les réseaux sociaux et là, votre mot de passe, votre secret, il est partagé, c'est moyen. Et ben, grâce à Vault, vous allez pouvoir créer un coffre-fort pour pouvoir stocker vos différents secrets. Ce n'est pas forcément des mots de passe, ça peut être tout plein d'autres informations que vous voulez sécuriser. Par hasard, une carte bleue, par exemple, un numéro de carte bleue. Et ben avec Vault, vous allez pouvoir le faire. Vous allez gérer vos secrets. Mais avant d'accéder à votre secret, eh ben, la chose la plus intéressante à faire, c'est de savoir qui vous êtes. Et là, on va venir faire de l'identity based access. Et donc, on va venir vérifier votre identité avant de vous donner accès au secret. Donc ça, c'est aussi quelque chose que va vous apporter Vault. Et la dernière partie, c'est de pouvoir chiffrer vos données. Vault va permettre de centraliser vos clés de chiffrement pour l'ensemble de vos applications. Par exemple, une application qui va se connecter à une base de données et qui va vouloir chiffrer les informations de carte bleue, hein, on reprend l'information, eh ben, on va demander à Vault de venir chiffrer cette information et comme ça, Vault pourra le déchiffrer. Et en plus, la clé de chiffrement, vous allez pouvoir gérer son cycle de vie. Vault vous permet de faire de la gestion de cycle de vie de vos secrets. Et ça, c'est très important. Rhino. Vault aussi vient avec plusieurs types de packages. Et donc là, cette fois-ci, c'est un peu plus différent. On va retrouver 3 niveaux. Et à chaque fois, le niveau supérieur contient les niveaux inférieurs. Le Premium, par exemple, contient le Plus et le Standard. Donc, à l'intérieur du Standard, on va retrouver ce qu'on appelle le Disaster Recovery. C'est de pouvoir avoir un cluster actif et un cluster passif. L'autre point aussi qui est important, c'est de faire du namespacing. Ça veut dire qu'à l'intérieur de votre cluster Vault, vous allez pouvoir faire une organisation et de gérer vos différents namespaces. En fait, c'est comme si vous étiez en multi-tenant. C'est d'avoir créé une organisation pour vos applications RH, pour vos applications IT et pour les applications commerce, par exemple, et de regrouper en fait les secrets des applications en tant que telles dedans, sachant que inter-namespace, il n'y aura pas de connexion en fait. Chaque namespace est totalement séparé. Dernier point important, c'est aussi la partie monitoring. Maintenant, je vais passer sur le package plus, donc qui contient tout ce qui est dans le standard, mais aussi on va venir rajouter tout ce qui est HSM. HSM, c'est Hardware Security Module, qui vous rajoute en fait des fonctionnalités de sécurisation supplémentaires. Donc en fait, on va venir plugger le Vault avec le HSM pour, par exemple, automatiquement déceler le coffre-fort de Vault pour pouvoir y accéder. On va venir aussi rajouter de l'entropie, vu que le HSM a une entropie beaucoup plus élevée, donc il y a un chiffrement beaucoup plus élevé, donc Vault va pouvoir en bénéficier. Et on va retrouver aussi toutes les parties FIPS 140-2 et le seal wrapping. Donc ça, c'est d'autres fonctionnalités aussi liées au HSM. On retrouve aussi le MFA si vous en avez besoin. Et chose importante, le least count de quota, ça veut dire qu'on va venir compter combien de fois on va vouloir accéder à un secret. Et ça va vous éviter d'avoir des attaques DDoS sur votre Vault parce que si trop d'applications accèdent au secret, on peut vite se retrouver à avoir un Vault qui est inaccessible et là, ça peut poser quelques problèmes. Et dernier cas, c'est le contrôle groupe, c'est de rajouter des vérifications manuelles supplémentaires. La partie premium, elle, est vraiment axée sur la partie performance. Donc, c'est de pouvoir avoir des clusters actifs-actifs et aussi de pouvoir transformer les nœuds secondaires en nœuds de lecture. Voilà. Et bien entendu, Vault est aussi disponible aussi bien en SaaS que en version self-managed on-prem. Rhino.
Maintenant, on va passer sur Consul. Donc, Consul, c'est sur la partie networking. Donc, comme le disait Jérôme, c'est qu'on va gérer le trafic Est-Ouest, tout simplement parce qu'aujourd'hui, dans un monde de microservices, on a de plus en plus besoin de gérer les accès entre les applications. Donc, par exemple, votre serveur web va communiquer avec une base de données, mais pas seulement. Elle va peut-être avoir besoin d'accès à plusieurs bases de données différentes, à d'autres fonctionnalités. Par exemple, reprenons le cas de réservation d'une application Airbnb. Et ben, quand vous réservez votre hôtel, et ben, en fait, vous vous connectez sur l'application, vous avez la liste de vos hôtels, mais au moment du paiement, vous avez besoin d'une application qui gère le paiement et qui est beaucoup plus sécurisée. Et en fait, tout ça, ce sont des microservices auxquels on va faire appel. Et grâce à Consul, on va pouvoir gérer ce trafic Est-Ouest. Comment? Eh bien, tout simplement, première étape, on va pouvoir faire du service discovery et donc de pouvoir avoir, comme on le voit sur la droite, l'ensemble des services web avec leur adresse IP et savoir dans quel état ils sont. Et ça, c'est très important de le savoir. Il va aussi servir de DNS et de load balancer, tout simplement parce que lui va savoir quels sont les services qui sont disponibles et de pouvoir rerouter le trafic si besoin. L'autre point, c'est de pouvoir utiliser Consul pour automatiquement configurer vos applications. Par exemple, vous avez besoin d'un nouveau service web qui démarre, et ben Consul va pouvoir lui envoyer, grâce au templating, des fonctionnalités de clé-valeur pour lui dire, bah voilà ta configuration. Et automatiquement le remplir dans sa base et le mettre up and running automatiquement. Et le dernier point, non des moindres, c'est la partie Zero Trust Network. Et donc ça, c'est très important. Ça veut dire qu'il y aura un chiffrage des deux côtés, chiffrage TLS. Et en fait, c'est que quand votre application web va vouloir se connecter à la base de données, eh ben, elle va vérifier que c'est bien la base de données qui est de l'autre côté grâce à son certificat. Et quand la base de données va vouloir répondre, bah, la base de données va s'assurer que c'est bien le service web qui est présent. Et ça, c'est très important, tout simplement parce qu'on évite les attaques de man in the middle grâce à cette option-là. Et là, on est vraiment sur une sécurité beaucoup plus élevée dans un monde de cloud public multi-cloud. Rhino. Donc, tout comme Vault, on vient sous forme de package, donc toujours avec le système de standard plus et premium. Et en fait, le standard est vraiment axé sur la gestion simple région. Donc, quand on est sur un seul cloud, eh ben, on va plutôt partir sur une version standard dans laquelle on va venir débloquer les fonctionnalités de namespacing, d'audit, de SSO et aussi faire toute la partie automatiser les upgrades et aussi les backups. Le deuxième, le plus, c'est vraiment quand on est multi-région. Par exemple, vous êtes sur Amazon et vous avez besoin de gérer deux zones de disponibilité. Par exemple, vous avez des applications qui sont en France, d'autres applications qui sont aux États-Unis. Eh ben, il faut bien qu'on puisse gérer et faire communiquer ces différentes applications. Eh ben, Consul va pouvoir vous aider à faire l'interconnexion entre ces deux régions. Et le premium, lui, par contre, est vraiment multi-cloud et va vous aider à intégrer des clouds totalement différents pour en fait vous aider à faire communiquer vos applications, que ce soit sur Google, Azure ou AWS, et mais bien entendu aussi on-prem. Et ça, c'est très important. Rhino. Maintenant qu'on a vu toute la partie infrastructure, sécurité, network, il ne nous reste plus que la partie application et l'application avec Nomad. Et ben, comme l'a dit Jérôme, on va venir avoir un orchestrateur de conteneurs. Donc, on va pouvoir gérer vos conteneurs Docker, mais pas que. Donc, si jamais vous n'avez pas encore fait la next step et que vous avez encore des applications, on va dire legacy, que vous ne pouvez pas containeriser, eh ben, Nomad ne s'arrête pas au conteneur. Vous pouvez continuer à déployer vos applications legacy si elles sont développées en Java, en C++, Perl, etc. Et bien entendu, vous allez aussi pouvoir l'utiliser pour lancer différents batchs. Par exemple, toutes les nuits, vous avez un batch qui lance pour mettre à jour vos bases, etc. Et ben, vous pouvez utiliser Nomad pour le faire. Rhino et Nomad vient aussi avec deux packaging différents, donc le platform et le governance and policy. Donc dans le platform, on va retrouver toute la partie automatisation des mises à jour et aussi tout ce qui est redondance, des zones de redondance, pardon.
Et dans la partie gouvernance et policy, on va retrouver la partie namespacing, qui peut être importante si vous avez besoin de multi-tenant côté conteneurs et applications. Mais aussi, vous allez pouvoir gérer vos différentes ressources quotas et aussi avoir du Sentinel, donc faire du policy as code, comme vous retrouvez aussi bien sur Terraform, sur Vault et sur Consul. Et aussi, on va retrouver toute la partie audit. Rino, je vous remercie pour votre attention et je redonne la main à nos chers amis de chez Synapsys. Merci beaucoup Rémi, merci beaucoup Jérôme, c'était très intéressant à suivre. Juste un petit mot pour faire suite à la présentation qu'a effectuée HashiCorp. Grâce au partenariat qui a été initié et dans le cadre en fait, d'une offre qui a été créée par Florent en tant que Tech Lead DevOps, on pourra vous faire bénéficier dans les prochains jours de bundles de découverte des outils notamment Terraform et Vault en version cloud, donc avec des fonctionnalités qui peuvent être intéressantes de découvrir pour le coup, à des tarifs qui sont vraiment très intéressants. Je vous enverrai dans un second temps le détail de ces offres. Et pour ceux que ça intéresse, on vous relancera pour savoir si vous avez un intérêt à travailler avec ces technologies, peut-être même refaire un rendez-vous de qualification ensemble avec HashiCorp pour aller un peu plus loin dans l'étude des besoins que vous pourriez avoir ou dans l'exploitation des outils HashiCorp si vous les avez déjà. Et puis, je finis par remercier aussi Constance et Antoine voilà, pour la qualité de préparation de ce webinaire. Et encore une fois, j'ai oublié Ruta également, qui est la responsable du partenariat et avec qui nous échangeons très régulièrement sur ce qu'on peut proposer et à nos consultants et à l'extérieur du coup pour apporter un peu de valeur à notre travail globalement. Et puis maintenant, je vais me taire et laisser la parole à Florent peut-être pour la partie questions-réponses s'il y en a. Et merci à tous. Pourquoi pas. Merci Eric. On a vu quelques questions. Je pense à Denis qui a posé une question un peu précise. Est-ce que dans l'assistance, il y aurait une question particulière sur les différents produits d'HashiCorp pour sur d'autres questions un peu plus précises sur un des produits en question? N'hésitez pas. Alors, comment gérer Terraform dans de la CI/CD? Alors, pour gérer Terraform dans votre CI/CD, en fait, il faut étudier votre workflow et de comment pouvoir intégrer Terraform. Il faut voir Terraform vraiment sur la partie CI, tout simplement parce que vous pouvez continuer à déployer votre infrastructure. Et en fait, quand dans votre VCS, donc GitHub, GitLab et tout, vous allez lancer un commit, en fait, automatiquement, il va y avoir un call API qui va être fait vers Terraform, tout simplement parce qu'on a un lien qui a été développé avec GitHub et il y a un webhook qui se lance, qui va automatiquement venir faire un plan de votre code qui vient d'être commit dans Terraform. Au préalable, il faut bien entendu avoir lié votre branche directement dans un workspace de Terraform pour le faire. Après, bien entendu, il y a tout plein de choses à voir et ça, on sera ravis de l'étudier avec vous sur comment améliorer votre workflow et comment l'intégrer dans votre workflow de CI/CD. Après, Samy, pour compléter un petit peu, Rémi, je vais te donner un exemple concret chez un de nos clients dans la région que je connais plutôt bien, on va le dire comme ça. Ils utilisent Terraform autrement. C'est-à-dire qu'ils mettent à disposition de leurs utilisateurs internes, de tous les utilisateurs, un portail web sur lequel on a un formulaire. Les utilisateurs remplissent ce formulaire, qui deviennent quelque part des variables Terraform, et via API, derrière, Terraform se charge de construire les infrastructures, là pour le coup chez Google. Ça peut être aussi un autre exemple en donnant de l'autonomie aux utilisateurs. Alors, pourquoi utiliser le Vault au lieu d'un KMS? Donc, par exemple, un Azure Key-Vault, enfin, etc. Des différents cloud providers. Tout simplement parce que quand vous êtes dans une optique de multi-cloud, eh ben, vous pouvez avoir besoin de votre KMS, mais pas forcément sur un seul cloud spécifique. L'avantage de Vault, c'est qu'on est totalement agnostique et on va venir pouvoir faire aussi le cycle de vie de l'ensemble de vos KMS, en fait. C'est tout l'intérêt de Vault. Je relais une petite question de Marc que j'ai eue par d'autres biais. Est-ce que chaque outil Terraform peut être individuellement utilisé ou est-ce qu'il y a un lien entre chaque outil? Est-ce qu'on on a une obligation quelconque d'utiliser une suite, par exemple, ou quelque chose du genre? Non, aucune. On peut installer chaque outil individuellement.
Voilà, réponse courte, mais c'est exactement ça. Mais efficace. Mais efficace, exactement. J'ai vu qu'il y avait une question concernant les remote run. C'est la possibilité en fait de lancer du code Terraform depuis, par exemple, vous utilisez encore, des développeurs utilisent Terraform OSS. Et en fait, depuis ce binaire, vous allez pouvoir le connecter directement à votre Terraform Enterprise pour lancer le code. Et en fait, c'est Terraform OSS qui va venir se connecter à votre Terraform Enterprise et à votre Terraform Cloud pour pouvoir exécuter le code qui a été stocké. Alors ça, c'est pas ce qu'on recommande. Ça peut être une étape de transition quand vous venez intégrer Terraform Enterprise. Après, ce qu'on recommande, c'est vraiment d'utiliser l'intégration directement avec soit les API de Terraform Enterprise, soit de passer par votre VCS. Mais vraiment, voilà, vous pouvez l'utiliser à distance. Autre Ça point permet de aussi. faire une transition à... Je t'en prie, vas-y, Oui. Rémi. Non, non, vas-y. Je disais, ça permet de faire une transition en douceur par rapport à des ardents défenseurs de l'infrastructure à code et des grands connaisseurs de Terraform OSS, de ne pas les perturber, simplement en changeant cette variable de remote run, de ne pas les perturber, de continuer à leur faire utiliser vraiment le code et de faire une transition en douceur vers un passage vers Terraform Cloud ou Terraform Enterprise. Tout à fait. Et l'autre point aussi qui est intéressant, c'est que sur la dernière version de Terraform Enterprise et sur Terraform Cloud, vous avez la possibilité de ce qu'on appelle d'utiliser des agents cloud. En fait, c'est de pouvoir connecter, vu que la solution Terraform Cloud, elle est en SaaS, c'est de pouvoir déployer des agents directement dans vos data centers on-prem pour pouvoir se connecter et de faire du déploiement de code local. Et pareil avec du Terraform Enterprise quand vous avez du multisite, etc. Ou vous pouvez très bien utiliser ces agents directement dans les clouds publics. Et là, vous n'utilisez plus les connexions de type tenant, mais vous utilisez les agents pour pouvoir se connecter. Alors, je vois qu'il y a une question sur la partie infrastructure. Terraform vs Packer vs Vagrant, ils sont catégorisés infrastructure. Lequel choisir? Alors, tous ne vont pas correspondre à la même utilisation. Par exemple, Packer va vous aider à construire des images. Donc, en fait, à l'intérieur de Packer, vous allez écrire en version codifiée, vu que tous nos outils, c'est du code first. Vous venez codifier ce que vous voulez à l'intérieur de votre image. Terraform, lui, c'est pour faire de l'infrastructure as code, c'est pour venir déployer de l'infrastructure, que ce soit des VM ou du réseau, etc. On va venir vraiment implémenter tout ça. Et après, pour la partie Vagrant, Jérôme, est-ce que toi, tu as quelques mots à dire dessus? On va être plutôt sur des environnements virtualisés au niveau et portables avec Vagrant. Donc on va plutôt être travailler sur des machines virtuelles. C'est pour les devs, c'est pas adapté à ce qu'on veut faire sur la prod en fait. C'est pour ça que Terraform est vraiment intéressant parce qu'on peut le travailler sur la prod. Packer, tu l'as dit pour les images. Et Vagrant, on va surtout travailler, c'est ce que précise d'ailleurs Denis sur le chat. On va plutôt travailler ça et c'est vraiment de la configuration pour les équipes de développement et pour les machines de dev. Voilà, et il faut Mais savoir que Vagrant et Packer sont des versions open source. Et seul Terraform a une version Enterprise. exactement. Alors, Biceps ou Terraform? Alors, Biceps, Terraform, je connais pas Biceps en toute franchise, donc Denis, je peux pas répondre à cette question-là. Mais je pourrais regarder à quoi correspond Biceps. Mais euh, ce qu'on essaye d'expliquer avec ce webinaire, entre autres, c'est que Terraform est très intéressant, euh, et sûrement Biceps aussi d'ailleurs, est très intéressant lorsqu'on va rester dans des environnements de développement pour faire de la production, des choses comme ça. Lorsqu'on va essayer de rentrer sur des choses plus risquées avec des données un peu plus sensibles, on se rend compte, et c'est pour ça qu'on a échangé avec Synapsys sur l'idée de ce webinaire, c'est que de plus en plus de nos clients viennent nous chercher sur des versions enterprise parce que ça va demander de la gouvernance, que ça va demander de la sécurité, ça va demander des variables qui vont être cryptées, etc., etc. Donc, c'est vrai qu'on a tendance maintenant, nous, à plutôt essayer de pousser nos solutions enterprise, qui est quand même le cœur de métier d'Achicorp. Et donc, j'aurais tendance à dire en production et en données, on va plutôt partir sur des versions enterprise. Alors, il y a d'autres concurrents sur le marché qui font des choses très bien. Mais du coup, je vais aller voir néanmoins ce que fait Bicep parce que je ne connais pas. Et merci à Samy pour le lien de comparaison.
Et moi, je reprends l'autre question. Il y a la possibilité d'utiliser Vault avec des services pass. Alors oui, c'est possible, mais il faut alors que votre service pass, soit il ait une API pour pouvoir venir interroger Vault, s'identifier et pouvoir récupérer les secrets. Après, si c'est vous qui mettez en place une plateforme SaaS pour vos utilisateurs internes, etc., vous pouvez très bien mettre en place vos différents services quand ils sont déployés et utilisés, qui viennent interroger directement Vault pour venir récupérer les secrets et se configurer. Oui, il y a tout plein de possibilités à faire. Sachant que Vault, vous avez la possibilité d'y accéder principalement à travers un CLI, donc en command line, à travers les API, c'est ce qu'on va le plus souvent utiliser, ou à travers l'interface graphique. Mais ça, c'est utilisé que par les humains et c'est très peu utilisé, particulièrement plus pour des administrateurs et encore. Rémi, je rebondis un petit peu sur cette question. Dans quel cadre on va utiliser Volt dans un environnement Kubernetes, par exemple? Donc, par exemple, quand vous voulez configurer enfin, vous voulez déployer un nouveau service, des fois, votre service va vouloir se connecter à une base de données existante, etc., récupérer certaines informations de configuration, etc. Donc, votre service account va venir se connecter sur Vault et récupérer les secrets, par exemple, pour se connecter à la base de données, pour pouvoir lire des informations chiffrées. Et en fait, ça peut être très bien au déploiement. Au niveau de l'utilisation, par exemple, si c'est un serveur web et que vous voulez écrire sur la base de données à un instant T, et ben en fait, vous allez venir en fait interroger à plusieurs moments Vault pour tout type d'action en fait. Donc que ça soit des actions au niveau du déploiement ou au niveau de l'utilisation de l'application. Est-ce que dans Vault, il ne va y avoir que des données sensibles? Ça peut être du simple mot de passe, entre guillemets, et le mot de passe d'une base de données ultra sensible. On va traiter les informations dans Vault exactement de la même façon, quelle que soit la nature du secret. Et de toute façon, vous n'êtes pas obligé d'utiliser Vault pour avoir des données sensibles à l'intérieur. Vous pouvez y stocker tout type de données que vous souhaitez, que vos applications peuvent avoir besoin. Par exemple, vous avez besoin d'avoir une variable lorsque vous déployez un serveur web sur quel type de port il va vouloir écouter. Vous pouvez le stocker dans Vault. Pourtant, ce n'est pas une donnée sensible. Vous pouvez très bien le stocker. Vous utilisez le système de clé-valeur. Après, si vous avez besoin de stocker un certificat, vous pouvez le faire. C'est une donnée beaucoup plus sensible. Mais voilà, il y a tout plein de cas d'usage qui peuvent être utilisés, mais pas forcément pour des données sensibles. Par contre, toutes les données dans Vault seront chiffrées. Et sécurisé. Tout à fait. Donc, a priori, Bicep pour info est 100% Azure. Et donc, une bonne raison d'utiliser plutôt Terraform qui est agnostique. Est-ce qu'il y a encore des questions, du coup? S'il y en a d'autres qui vous reviennent après, vous n'hésitez pas à envoyer un mail à Eric ou à Florent et on récupérera les questions de nous et puis on vous fera un retour par mail des questions qui peuvent être posées par la suite. Avec plaisir. Parfait. Eh ben, merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce premier webinaire très important pour Synapsys. S'en suivront de nombreux autres, on vous tiendra informé. Merci à HashiCorp vraiment pour la qualité de l'intervention. C'est un plaisir de Merci faire à ce vous. partage. Merci à vous. Merci Merci à Rémi. tout le monde et merci à Synapsys pour l'invitation. Et Avec très bonne soirée à tous. très bonne soirée à tous. À bientôt. Très bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir.